La façon dont on se déplace a changé, la façon dont on se loge a changé, la façon dont on communique a changé. Il n'y a que la banque qui est restée la banque de nos grands-parents. La semaine dernière, j'étais au Jitex à Marrakech et j'en ai profité pour discuter avec Germain. Germain Bahri a lancé Zazou et veut créer une néobanque pour les PME africaines. Après un lancement en Afrique du Sud, Germain et ses cofondateurs s'attaquent au marché marocain. Dans cet épisode, Germain me raconte étape par étape comment il se lance dans un des secteurs les plus difficiles et il parle de sa vision pour faire de Zazou la première néobanque d'Afrique. Que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Maroc, que ce soit le Kenya, que ce soit le Canada, at the end of the day, une PME rencontre les mêmes problèmes, les mêmes challenges, peu importe où elle soit. Germain, welcome. Mohamed, merci beaucoup, un plaisir. Ça fait longtemps que je regarde tes épisodes le vendredi soir, je te jure, après des longues journées de travail, je te jure. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Normalement, en tant qu'entrepreneur, tu as envie de... Après une longue semaine. Ouais, je te jure. En plus, ça fait quoi? Ça fait un an environ, je pense que tu viens beaucoup au Maroc. Ça fait un an et demi. Presque, c'est vrai, ça fait... Parce qu'on s'est croisés à un moment en fait finalement. Non, il y a à mon avis, disons 4 à 6 mois, je pense. Ah, c'est tout? Ouais, je Ok. pense que c'était fin d'année. Ok. Fin d'année. Ouais. Ça paraît long, mais... Court mais intense. Intense, Ouais. il faut. Bah écoute, super content de te recevoir. On est à Marrakech pendant le Jitex. Exact. On est à Marrakech pendant le Jitex. C'était une bonne occasion pour prendre un peu de temps entre deux. Je sais que t'es un peu en train de courir entre deux meetings et au Jitex, etc. Mais on s'est dit on prend un peu de temps pour discuter. Écoute, Super content de te recevoir, de parler de Zazou. Je sais qu'en plus vous avez une annonce à faire au Jitex, plein de choses intéressantes. Mais voilà, l'idée c'est de comprendre un peu ce que vous faites, comprendre ton parcours, vers où vous allez. Et ouais, si ça te va, c'est un peu le programme. Let's do it. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Germain Bahri. On en parlait justement, c'est un nom de famille tunisien, d'un père tunisien, d'une maman belge. D'accord, j'ai grandi en Belgique. Et voilà, j'ai toujours joué au tennis, moi, toute ma vie. Mon père était prof de tennis. Donc j'ai joué au tennis et ça m'a permis d'aller aux États-Unis et d'avoir une bourse scolaire où j'ai étudié à San Francisco. Voilà, j'ai étudié le business, la finance. Ça, c'était juste après la crise financière. Mais il y avait quand même une image autour de la finance traditionnelle. 2008, 2010? Ouais, un peu plus. 2010, j'ai commencé. Ouais. Voilà, 2010, aux États-Unis. Année 2000, il y avait un vrai. Il y avait beaucoup d'étudiants qui allaient vers la finance. Oui, c'était le hype. C'est vrai que ça a pris un coup après la crise financière. Et tennis, tu jouais à quel niveau? Écoute, j'ai voyagé avec David Goffin, tu vois, en Belgique, qui était quand même top 10, qui a battu Nadal, etc. Donc, jusque mes 16-17 ans. Et puis voilà, j'ai fait le choix de Tu étais sur une direction pro. Ouais, après, direction pro, tu vois, tout le monde te dit ça, tu vois. Je me suis fait les croiser. Exactement. J'étais sur une direction pro au foot et je me suis fait les croiser. Exactement. Écoute, non, je pense que j'avais beaucoup de talent, c'est sûr. Mais je pense qu'il y avait un côté, en fait, je pense que c'est plus le côté de ma maman, un côté scolaire aussi, tu vois, un peu, qui était plus risk adverse, comme on dit. Intéressant. C'est-à-dire qu'il faut avoir un côté un peu risque extrême. Dans tous les domaines, pas seulement le sport, je pense, à un moment, pour exceller, il faut aller all-in. Et si tu regardes par exemple, on peut parler de tennis dans le si sens, tu veux. tu veux dire pas dans le tennis, tu veux dire les études c'était aussi important pour toi, quoi. Voilà, donc j'avais un côté balance, tu vois, qui était important, mais si tu regardes des joueurs comme, voilà, prenons Djokovic, Nadal, tu vois, c'est des gars qui ont arrêté les écoles, les études à 14 ans, mais ils ont fait que ça, tu vois. Donc je dis pas qu'il faut être absolument dans l'extrême, mais généralement, et surtout avec le niveau aujourd'hui, voilà. Donc moi, j'avais quand même un pied j'adorais l'école quand même, tu vois. Il y a la voix de ma maman, typiquement européenne, belge. Non, il faut que tu étudies, tu vois. Peut-être c'est la voix d'une maman marocaine aussi, j'en sais rien, mais donc voilà. Donc pour moi, aller aux États-Unis, c'était le bon équilibre entre continuer à aller à l'école, avoir un diplôme universitaire. Mais pouvoir jouer top niveau. Parce qu'aux US, dans les universités, c'est du niveau pro, quoi. Maintenant, aujourd'hui, si tu regardes le top 100, si tu veux, on peut passer le podcast à parler de tennis. Mais si tu regardes dans le top 100 des joueurs aujourd'hui, je pense que tu as plus de 20% qui est, tu vois, un cinquième qui vient des universités. Qui vient des universités américaines. Américaines, ouais. Donc voilà, donc maintenant le niveau, voilà. Mais bon, c'est pas mon cas. Finalement, j'ai atterri dans la finance traditionnelle où j'ai commencé chez UBS. C'était où aux États-Unis? C'était à San Francisco. Voilà, l'université de San Francisco. Voilà, tu regardais déjà un peu la tech là-bas, tu as baigné un peu dans l'écosystème ou tu étais plus toujours en finance à ce moment-là? J'étais toujours en finance, mais à San Francisco, tu n'as pas le choix. Tu sais, c'était les premiers pas de... En fait, je pense que tu vois San Francisco, en fait, avant que les choses arrivent dans le reste du monde, tu as toujours un an au moins où les choses... Tu sens que tu viens un peu dans le futur? Ouais, Instagram était arrivé avant tout le monde. Les premiers Uber étaient à San Francisco, donc tu as toujours quelques années d'avant. Donc tu ne pouvais pas ignorer la tech.
tu vois. De un, et de deux, j'ai vu un peu ce contraste entre effectivement la tech qui commençait d'arriver, tu vois, c'était les premiers jours d'Instagram, WhatsApp aussi venait d'arriver, venait de se faire acheter très rapidement. Tu sentais que le Airbnb aussi explosait, donc tu sentais que le monde changeait d'un côté. Et de l'autre, moi je venais de commencer dans une banque traditionnelle qui est UBS, banque privée suisse, tu vois, où effectivement c'était tout ce que j'avais eu en tête de la banque. Tu arrives en costume, tu prends les clients, ça c'était mon avenir était tout tracé. Comme tu sais, je suis très curieux. Et pour moi, il y avait un peu une dissonance entre ce que j'ai vu à San Francisco, tu sais, c'était aussi les premiers jours du Bitcoin. T'imagines Ah oui, 2010, 2014, ouais. 12, 13, ok. En tout cas, il y avait des échos. Tu vois, c'est quoi cette chose, le Bitcoin, etc. Tu vois. Et en parallèle, tu vois, je travaillais pour une banque où tu avais encore des trucs qui étaient faits manuellement. Tu avais une personne qui faisait tu vois, une tâche particulière, qui faisait des heures à la faire. Voilà, il y avait un peu une dissonance pour moi entre les deux. Ouais, t'es dans l'endroit où t'as la dissonance la plus grande, quoi. Exactement. D'un côté, t'as la tech, le Exact. Bitcoin, etc. Et de l'autre, t'es en finance. Et de l'autre, surtout, j'ai fait aussi un stage, donc j'étais entre Londres, j'étais un peu en Suisse, et surtout à Luxembourg, tu vois, qui est un peu la place de... C'est un très bel endroit, à Luxembourg, si tu veux apprendre un peu tout ce qui est le fund management et le back-office, si tu veux, des fonds d'investissement. Mais c'est très back-office, c'est très, une grande partie encore très manuelle, et encore très... Enfin voilà. Ok, donc là, tu es entre Luxembourg et... J'étais entre Luxembourg et Londres. D'accord. Et après, j'ai fait un jump. En fait, j'avais visité. Donc tu commences ta carrière chez UBS. Ouais, exactement. Ouais, j'avais travaillé dans quelques boîtes aux États-Unis, mais la vraie pour moi internship, c'était UBS. Et figure-toi que je me retrouve dans un incubateur un jour à Londres, qui s'appelle Level 29, je pense qu'il existe toujours, où tu as quelques pépites comme ça, en plein milieu du centre financier. D'accord. C'est une tour au 39e étage, hein, c'est pour ça que ça s'appelait Level 29, où tu avais quelques pépites. D'accord, qui étaient inconnus, qui étaient comme ça dans un incubateur. Et ces pépites, c'était qui? C'était Revolut, c'était eToro. Dans le même incubateur, les deux? Oui, tous. Tu avais peut-être 2 étages, tu vois, sur le C'était 2016, 2015? 2016-2017, voilà, comme ça. Donc tu avais Revolut, c'était un petit corner office, d'accord. Ouais. Nicolas est maintenant tu vois, la superstar, c'était un mec normal, tu vois, que tu croises au café. Tu avais Revolut, tu avais eToro, tu avais qui? Tu avais Ripple, je ne sais pas si tu connaissais aussi une sorte de crypto-monnaie. Enfin, soit, tu avais quelques superstars comme ça. Mais ça a un impact, ça, je trouve, parce qu'on viendra après sur ta boîte et ce que tu fais, mais je pense que ça a un impact dans... Tu parlais au début de tennis, David Goffin, le fait de le côtoyer, ensuite le fait de côtoyer des gens comme ça et de les voir commencer. Ça démystifie un peu la réussite, entre guillemets. Ça démystifie des gars qui ont commencé, peut-être qui ont commencé comme toi et qui ont fini par avoir des grandes carrières en tennis ou monter des très grosses boîtes. Et ça peut être la même chose dans l'art, ça peut être la même chose, je sais pas, n'importe quel secteur. Mais le fait de démystifier, ça te... Enfin, tu acceptes d'avoir un certain niveau d'ambition en te disant j'ai vu des personnes le faire. Ça devient tangible. Ça devient tangible. Exactement. Non, c'est sûr. En fait, effectivement, avec David Goffin. C'est plus des super-héros, quoi. C'est ça. Enfin, tu vois, j'ai grandi avec David Goffin. S'il nous regarde, s'il s'intéresse à la tech marocaine, on lui remet le bonjour. Mais effectivement, j'ai grandi. Regarder, parce qu'on va aussi beaucoup parler de tennis, j'ai l'impression. Je pense qu'il arrête sa carrière, donc c'est le bon moment. Mais écoute, donc effectivement, j'ai grandi avec lui. Tu vois, j'étais à l'internat, on avait joué ensemble. Et quelques années plus tard, je le vois en train de battre Federer. Tu vois, donc c'est effectivement, comme tu dis, encore aujourd'hui, pour moi, c'est difficile d'accepter. Enfin, pas difficile d'accepter, mais comme tu dis, c'est un peu surréaliste de dire waouh. Je ne vais pas dire que ça aurait pu être moi, mais donc effectivement, il y a ça. Effectivement, comme tu dis, des histoires comme Revolut, etc. Parce qu'à the end of the day, je pense qu'on parlait de ça un peu avant aussi, c'est que c'est pas que j'étais les gars les plus malins du coworking ou tu vois les plus brillants, tu vois. J'étais brillant, mais c'est juste que voilà, il y a eu Là, c'était le tout début chez eux. T'as vu des trucs intéressants dans leur manière de travailler déjà, toute l'atmosphère, hein, tu vois, c'était les premiers jours des coworking, des WeWork. Tu vois un peu, tu avais les chiens qui venaient au bureau, tu avais des vélos, tu vois, qui étaient sur les murs. C'était un peu, tu vois, un peu le type, si tu veux, différent. Voilà, il y avait déjà ça, je pense. Il y avait une mentalité aussi beaucoup plus... c'était les premiers jours aussi tu sais, il y avait, je sais pas si c'est avec toi qu'on parlait de Wise, mais TransferWise, etc. Enfin, Wise était TransferWise. C'était les premiers jours des petites fintech, tu vois, qui commençaient vraiment à arriver à challenger les banques, mais en manière agressive.
Aujourd'hui, maintenant, il y a de la collaboration, d'accord? Comme tu disais, tu parlais d'un acteur égyptien qui va collaborer avec une banque. Avant, c'était ils arrivaient, ils avaient un slogan, c'était Bye Bye Banks. C'était la guerre. On va tout cartonner, c'était la guerre. Il y avait un sujet régulation. Exactement. Voilà. Donc c'était il y avait un peu cette mentalité. Ce qui m'avait frappé, moi, je veux dire en fait, ce qui m'a frappé, et ce qui m'a fait changer de boards, je sais pas comment dire en français, mais qui m'a convaincu de changer de monde, c'est une jeune fille qui est devenue ma patronne dans le futur, qui s'appelle Sophie Guibault, d'accord, qui était, elle avait peut-être 30 ans, dans la début trentaine à l'époque. Et moi, j'étais à Londres dans une conférence où elle parlait devant une salle de 30 à 40 banquiers, d'accord, au milieu de Londres. Je me dis, mais attends, comment c'est possible? Elle a 30 ans, elle est en train de captiver l'attention de 30 banquiers. Et de l'autre côté, moi, je travaille pour tu vois, une autre dame qui était un peu plus âgée, par contre, à UBS, qui a fait peut-être 50 ans dans la banque privée et qui aujourd'hui, dans le groupe UBS, n'est entre guillemets personne. Enfin, je ne veux pas dire personne, mais je veux dire, elle est inconnue du PDG, tu vois. Je me dis, comment ça se fait? Et je me suis dit, quelle personne j'ai envie d'être? Quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, peut-être que ça va être, peut-être qu'il y a 4 échelons jusqu'au PDG. Ouais. Je pense pas que tu vois. Et donc je me suis dit, mais comment donc moi ça m'a un peu éclairci. Je me suis dit, mais j'ai envie d'avoir un impact comme ça. J'ai envie de faire. C'est quoi j'ai senti une sorte de vague en fait, tu vois. Exact. Et quelques mois après, il se fait que je l'ai croisé dans un événement et je lui ai dit, écoute, je veux travailler pour toi. Et j'ai travaillé pour elle dans 2 boîtes d'ailleurs. Et voilà, donc ça c'est le moment qui m'a fait switcher vers la. C'est quoi les 2 boîtes dans lesquelles tu as bossé pour elle? Il y avait d'abord Bankable. Ouais. Alors Bankable, c'est l'équivalent c'était l'un des pionniers, si tu veux, de ce que Shari fait maintenant, qui était un système de wallet, si tu veux, en marque blanche pour Spendesk. Je ne sais pas si tu connais Spendesk, pour à l'époque française. Exactement, qui maintenant sont devenus une licorne d'ailleurs. Mais tu vois, on aurait fait comme des startups, mais maintenant c'est des noms de la tech. Donc qui était derrière l'infrastructure derrière Spendesk, qui était derrière. On parlait de Ramza, Glovo, à l'époque quand Glovo a démarré, ils émettaient Bankable émettait des cartes pour que les chauffeurs de Glovo puissent tu vois, acheter des choses. Et Glovo pouvait gérer les dépenses, tu vois, des wallets, etc. Enfin, c'était nouveau à l'époque, tu vois. Donc ça, c'était Bankable. Ça s'appelle Bankable, ouais. Et ensuite, j'ai travaillé pour une banque qui s'appelait Fidor Bank, d'accord, qui était l'une des premières... l'ancêtre des Revolut. Qu'est-ce que tu as appris dans ces deux boîtes-là qui t'ont aidé ensuite à monter ta boîte aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris? Déjà, j'ai appris ce qu'est un wallet. C'est quoi un wallet? C'est déjà un e-wallet. Déjà, la fintech, en fait, c'est très complexe. Les paiements, c'est très complexe. Il y a plein de choses. Exact. Moi, je suis arrivé, encore une fois, en 2017. C'est le wallet. Peut-être en Afrique, c'était déjà un peu... Il y avait un concept de wallet, de mobile money, etc. Mais en Europe, tu avais un compte en banque, c'est tout. Et donc, j'arrive chez Bankable à l'époque, Spendesk, etc. On parle de e-wallet, de transactions, de SEPA. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Moi, j'ai étudié la finance. Tu vois, tu me parles de DCF, de modèles financiers, je peux comprendre, tu vois. Mais donc, déjà, comprendre c'est quoi techniquement un e-wallet, comment ça fonctionne, tu vois. Et toute je ne vais pas dire l'ingénierie, mais la partie technique, tu vois, qui fonctionne, c'est la première chose. Deuxième chose, bah écoute, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est que à UBS, comme je te disais, tu as une tâche. Tu as une personne pour presque une tâche, tu vois, et tu deviens spécialiste là-dedans. Alors que dans une start-up ou dans une scale-up, bah, tu te retrouves un jour à faire un appel d'offres, le lendemain tu fais marketing. Tu vois, avant de te venir, je suis en train, littéralement, je ne sais pas que tu couperas ça en montage, mais littéralement, c'est moi qui monte le bouffe, d'accord? Au Jitex. Tu fais tout, tu vois. Donc vraiment apprendre à être, tu vois, le couteau suisse, c'est un peu l'expression, mais de tout faire. Et quoi d'autre? Plein de choses. Et en fait, t'es vraiment lancé dans le bain en fait. Il n'y a pas de... Voilà, je vais juste terminer là-dessus. Tu n'as pas d'endroit pour te cacher, tu vois. C'est que, je peux te dire, voilà, nous on a engagé ou on a laissé partir des gens en moins d'1 mois. Parce qu'en moins d'1 mois, dans les startups, c'est... Dans ta boîte actuelle ou chez bon, les deux, je pense, mais en tout cas dans la boîte actuelle. Parce que c'est tellement concret, si tu veux. Chaque personne, c'est ça qui est chouette dans les startups. Chaque personne doit apporter quelque chose. Chaque personne compte, chaque personne doit apporter quelque chose et tu as un impact direct, tu vois. Si je viens pas à UBS pendant 1 mois, ça va, le UBS va bien se porter, je pense. À monter. Mais ouais. À quel moment tu te dis que tu as monté ta boîte? Je me suis jamais dit en fait, je t'avoue. Et autant il y a des entrepreneurs qui étaient convaincus, généralement c'est ça, ils sont nés entrepreneurs. Il y a un peu ces deux profils, ouais. Il y a ceux qui savent qu'ils vont monter des boîtes et qui ont presque une fin de monter des business. Exact. Et quasiment quel qu'il soit. C'est-à-dire que
l'envie d'entreprendre vient avant même ce que tu fais. C'est ça. Et il y a le contraire, il y a les gens qui vont pas vraiment intellectualiser le fait qu'ils sont en train de monter une boîte, mais juste aller vers quelque chose qui les excite, qu'ils ont envie de faire. Et du coup, monter une boîte, c'est presque une nécessité pour faire ce que tu veux faire, quoi. Ouais. Non, moi, je sais pas si je l'ai intellectualisé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours été driven. J'ai toujours été, en France, j'ai toujours eu très ambitieux, mais souvent à l'interne, tu vois, où je proposais des idées, je portais un sujet, j'explorais des nouvelles idées. Donc, je me considérais plus comme un intrapreneur. D'accord? Je ne sais pas si c'est le terme, mais au contraire, j'avais en parallèle des amis, des très bons amis qui étaient entrepreneurs. Et ça m'attirait pas du tout, tu vois. Je me dis, démarrer from scratch, démarrer depuis, tu vois, même des choses comme des contrats. Des choses aussi bêtes que des contrats. Je me dis, nous, on a déjà des templates, des trucs simples, tu vois, qu'on peut utiliser. Je me vois pas réécrire un template, tu vois. C'était l'époque aussi près de ChatGPT, d'accord. Donc, je me dis, même un template de base, même une brochure de base, vraiment, tu vois. Donc non. Et je pense qu'il y a eu deux moments, je pense, qui m'ont clé, voilà. Le premier, c'est, j'ai un très bon ami à moi qui, lui, pour le coup, est entrepreneur. Et voilà, on a vécu un peu dans la même ville, donc j'ai vu un peu en parallèle. FinTech aussi? Non, il était plus dans la tech en général. Et je l'ai vu, en fait, on bossait souvent ensemble. C'était un peu la période digital nomade où tout le monde bossait ensemble. J'ai vu, en fait, un peu ses calls avec ses investisseurs, etc. Et ça a commencé à résonner. Moi, je me suis dit, mais quand même, c'est intéressant, c'est possible. Je vois comment il arrivait à monter les échelons. Je me dis, c'est quelque chose que je me verrais bien faire, tu vois, de un. Et de deux, c'est un... Je parle souvent, je parlais dans un autre podcast aussi, mais c'est vrai, c'est un Marocain qui s'appelle Othman Boulal, je ne sais pas si tu le connais, qui est le fondateur ou cofondateur de Chauffeur Privé, d'accord, en France, qui a été racheté par Daimler, je pense, le groupe BMW. Tu vois. Long story short, j'étais à la gym avec lui, tu vois, à All Places, et tu vois, moi je faisais un peu de consultance en dehors de Solaris, tu vois, sur les paiements, la fintech, etc. Et je lui dis, écoute, je sais qu'il travaille avec beaucoup de startups, tu vois, après son exit. Je lui dis, écoute, voilà, si tu as des sujets avec tes startups sur les paiements, les fintech, dis-moi, moi tu vois, je peux les aider, tu vois. Il m'a dit, mais Germain, attends, tu as quel âge, toi? Je lui dis, écoute, j'ai 31, 32, pourquoi? Il me dit, mais qu'est-ce que tu t'embêtes à faire de la consultance, etc. Enfin, c'est pas ça qui va te faire exploser, tu vois. Je dis, ouais, écoute, dis-moi. Il me dit, par contre, moi, tu sais, si tu me dis, pour le coup, j'ai envie de danser un truc au Maroc, ou tu vois, là, je peux t'épauler, là, je peux investir en toi, tu vois. Et je sais pas, cette idée tu vois, un peu, elle a grandi. Et vraiment, je me suis posé après cette session de gym. Et c'est comme si c'était une évidence, tu vois. Je me suis dit, mais attends, c'est pas faux. J'ai toutes ces knowledge, ces connaissances, ces compétences, ce réseau. Je fais plein de trucs. Pourquoi pas? Pourquoi je le mettrais au service des autres? Et j'ai appelé Rins, qui est aujourd'hui mon cofondateur, qui était mon boss à l'époque. Chez Solaris. Chez Solaris, exactement. Lui, il a vu tout. Il a commencé chez Solaris, c'est un des premiers employés. Et je lui ai dit, tentons ça. Let's go. Et une semaine après, on avait un pitch deck, plus ou moins, tu vois. Ça, c'est quelle année? Ça, c'était il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Ouais. Et du coup, la première boîte que vous montez ensemble, la première idée, c'est Zazu, ou vous testez plusieurs choses avant d'arriver sur ça? C'était Zazu. En fait, pour le coup, là, on a vraiment rationalisé Peut-être je ne devrais pas dire ça pour les investisseurs Les investisseurs, ils ont envie d'un truc qui vend. Tu vois? Ils ne regardent plus, là. C'est trop long. C'est trop long, d'accord. Ils ont fait, écoute, je vais te dire la vraie histoire derrière Zazu. Non, en fait, on a regardé ça vraiment d'une manière cartésienne. On s'est dit, OK, on savait qu'on avait envie de regarder au-delà de l'Europe, d'accord, parce qu'on avait déjà tout vu en Europe, on avait vu beaucoup de choses, il y avait beaucoup de modèles qui se répétaient. Donc il y avait cette idée de ne pas monter une boîte en Europe, plutôt en Afrique, ou ça pouvait être en Afrique, ça pourrait être en Asie, c'était ailleurs. Ouais, je sais pas pourquoi on s'est dirigé vers l'Afrique à la base. Je pense que parce que Othman nous a dirigé un peu vers le Maroc, donc c'était tu vois. Okay. Et puis on s'est dit, on savait que tu avais quand même des acteurs dans la fintech un peu partout, surtout en Amérique latine. Tu as Nubank maintenant qui est arrivé. Tu sais, quand même en Asie, tu as des gros acteurs comme WeChat, WePay, Alipay, etc. qui avaient déjà quand même cartonné. Et en Afrique, on entendait un peu des échos de certains acteurs. Ouais. Et sur la décision de ne pas monter une boîte en Europe, pourquoi? Écoute, parce que en fait,
nous, on venait du monde de Solaris où vraiment on a vu, déjà on a vu beaucoup de business models. Donc Solaris, c'était, juste pour clarifier, c'était encore une fois un peu à ce que Shari fait aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un banking as a service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si demain tu veux lancer, comme Alia, que tu as reçu du buy now pay later, si tu veux lancer des cartes, si tu veux lancer des comptes, Une tu as toujours... interface pour simplifier, entre les Ouais. banques et des personnes qui veulent lancer des services, financiers. Ouais, tu n'as pas que l'interface. Parfois, le banking as a service peut faire aussi par exemple, je pense que CIH, je pense qu'ils le font ici au Maroc. Ils ont voilà, c'est-à-dire qu'ils apportent aussi la licence. D'accord. Parce qu'en fait, tu as toujours 3 éléments si tu veux, quand tu veux. Tu as plusieurs éléments, mais si tu veux lancer des services financiers, tu as l'interface, d'accord. Ce que tu vois aujourd'hui avec Revolut, YS, Sexy, modèles, etc. Après, tu as l'operating system. Tu vois, le OS, si tu veux, ce qui est derrière l'iPhone. Qui permet de faire tourner les choses, les tuyaux entre les différents exactement, acteurs, etc. Exactement. Et après, derrière, tu vois, et derrière, tu as la partie réglementation, d'accord. Okay. Parce que quand tu touches à l'argent, tu dois être réglementé, d'accord. Et donc, tu as des acteurs qui font que la licence, qui disent, voilà, ça peut être une banque traditionnelle, on vous donne la licence, vous faites ce que vous voulez. Il y en a d'autres qui vont un peu plus loin, tu vois. Je pense que Shari, il est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il travaille avec une banque, mais ils ont une licence en plus de ça de paiement. Et ils font une partie des tuyaux, si tu veux, qui permettent de connecter au système de paiement marocain, etc. Et nous, on fait toute la partie au-dessus. Le front-end, l'intelligence sur certaines fonctionnalités. Enfin, voilà, sans rentrer dans les détails. Mais, et donc, là, tu disais, on a vu un petit peu en Europe. C'est ça, on a vu un peu toutes les... Nous, on était un peu l'infrastructure derrière, si tu connais Trade Republic, par exemple. Donc justement, ce que tu disais, c'est que Solaris font cette infrastructure-là pour des acteurs. Ouais. Et donc, ils font le banking as a service. Donc, par exemple, Trade Republic est une boîte d'investissement qui permet d'investir. Ouais. Derrière, les tuyaux, entre guillemets, c'est Solaris qui s'en occupe. Exactement. Derrière, en fait, déjà pour l'investissement, tu as quand même besoin d'une licence d'une bancaire parce que tu détiens des fonds. D'accord. Quand tu décides d'investir avec, c'est pas moi, même avec n'importe quelle app, tu déposes, tu fais un dépôt des fonds. Donc, eux gardent les fonds de 1. Et de 2, tu dois, au moment où tu appuies je veux investir, tu as des paiements, tu as des mouvements d'argent qui se font. Donc, pour tout ça, tu as toujours besoin d'une licence. D'accord. Et donc, Solaris faisait de 1 la licence, de 2, il faisait le cantonnement des fonds, et 3, il faisait la réconciliation, en fait, ce qu'on appelle des IBAN virtuels. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est-à-dire qu'en fait, l'argent de tous les clients, que ce soit toi qui investisses, que ce soit moi, que ce soit ton cousin, j'en sais rien, ils sont tous détenus dans un compte. Dans un même compte, mais virtuellement, il y a des sous-comptes de chaque personne. Exactement. Et toute cette, un peu comme tu me disais, on parlait d'un acteur qui va faire de la tantine, non, tu m'as dit, typiquement, tu as quand même une logique de réconciliation, de RIB virtuel ou IBAN virtuel. Solaris, qu'une banque traditionnelle, c'est pas leur cœur de métier, tu vois, ils ont juste un compte que Solaris faisait. Et alors, à ce moment-là, comment vous avez l'idée de Zazu Alors, Zazu, comme je te disais, c'était une manière très cartésienne. On s'est dit, OK, regardons à l'Afrique, quels sont non, avant même de regarder la carte de l'Afrique, on s'est dit, quelles sont les idées qu'on aimerait faire, d'accord, qu'on a vu passer, que ce soit du buy now pay later comme Alia, que ce soit du banking as a service comme Shai fait, que ce soit du Zazu, de la banque si tu veux, ou des outils financiers pour les PME, que ce soit tous les modèles si tu veux, d'accord. On a regardé tout ça et on s'est dit, on a regardé ça, on les a priorisés en fonction de la facilité à exécuter, la régulation, il y avait un facteur kiff si tu veux, combien ça nous ferait kiffer, exact, ouais. Donc on a vraiment, et à la fin on avait 2 ou 3 idées, tu vois, et on s'est dit après aussi en termes de revenus, possibilité de faire du revenu, parce qu'on a regardé aussi le modèle dans lequel venait. Le plus évident pour nous, c'était de faire du banking as a service. On connaît le modèle. Ce que j'avais demandé, c'était aussi possible de faire du Solaris dans une autre géographie. Ouais. Donc ça, c'était une des idées qui était... C'était une des idées qui aurait pu être shortlistée, mais qui n'a pas été shortlistée. Et donc finalement, on s'est dit, Zazu, c'est un modèle qu'on connaît. On l'a vu marcher, si tu veux, sur l'infrastructure de Solaris. Parce que alors qu'est-ce que c'est justement? Parce qu'on n'a pas encore présenté, je me rends compte qu'on n'a pas encore présenté Zazu. Écoute, exactement, la façon la plus facile de décrire Zazu, c'est une néobanque, si tu veux. Particulièrement pour les pros, c'est-à-dire les entrepreneurs, les freelancers, les auto-entrepreneurs et les PME. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'équivalent d'un compto en Europe? Voilà. À peu près. Si les gens aiment s'identifier avec... Effectivement, yes, sur la proposition de valeur, on est... Donc c'est un compte bancaire, ouais. Wallet, qui te permet de virer de l'argent, payer, Mmh. etc. Ouais. Plutôt entreprise. Que entreprise.
Qu'entreprise. Aujourd'hui, la condition pour nous ouvrir un compte, si tu veux, il faut un registre de commerce ou les Pourquoi statuts. vous avez choisi de faire les entreprises et pas les particuliers? Comme je disais, c'était déjà un modèle qui a cartonné, si tu veux, dans les modèles dans les pays ou les régions qu'on connaissait. Conto, c'est un. On était derrière Penta avec Solaris, qui s'est fait racheter par Conto. Il y avait Contis, tout ça, c'est des acteurs qui ont cartonné, tu vois. Spendesk aussi, qui est devenu une licorne. Donc, on connaissait le modèle. On savait que c'était un modèle où, typiquement, je ne veux pas dire incontournable, mais le gap, si tu veux, entre ce que les banques traditionnelles fournissent et ce que les PME ont besoin est énorme, si tu veux. Donc, on savait que c'était Et justement, c'est quoi ce gap-là? C'est-à-dire, c'est quoi les problématiques que vous avez vues que les boîtes ont et que vous avez voulu adresser en montant Zazu? Écoute, c'est simple. Aujourd'hui, la plupart des banques traditionnelles, si tu veux, ont été conçues. Déjà, elles ont été conçues il y a quand même assez longtemps, tu vois. Si tu regardes les high street banks, comme on les dit, les banques traditionnelles, si tu veux, généralement, il y en a 4 ou 5 par pays. Alors que ça soit au Maroc, que ça soit en Belgique ou en Afrique du Sud, tu as toujours plus ou moins le même ratio. Peut-être on a 4 à 6, mais tu as toujours 4 banques qui ont un monopole. Qui n'ont jamais eu un besoin d'innover parce qu'elles détenaient le marché, parce que c'est comme ça que la banque a toujours été. Et en plus de ça, il y a deux choses fondamentales qui se sont passées. Tu as la crise financière qui est arrivée, on en parlait en 2008, voilà, entre 2008 et 2010, qui a fait que les banques ont dû se reconcentrer sur, tu vois, à la place de se concentrer sur les marchés, etc., se reconcentrer sur tout ce qui est compliance, régulation, etc. Tu sais, as toute une série de nouvelles règles qui sont arrivées. Tu étudies en finance, tel acte. Balle 1, balle 2. Exactement. Donc ça, c'est devenu la priorité. Tu vois, tous les secteurs technologiques, c'était afterthought. Voilà. Donc, tu as eu ça de 1. Et de 2, tu as eu un événement incontournable que tu ne peux plus nier aujourd'hui. C'est l'arrivée de l'iPhone, qui est quoi maintenant, 10 ans, un peu plus, c'était quoi, 15 ans. Ouais, 15 ans. Même plus, je crois que c'était 2007-2008. Donc, tu as une accélération de la technologie. Ouais. Déjà, ok. Bah, tu as toute une accélération de la technologie mobile, etc., qui a tout redéfini. D'accord. Et les banques sont restées sur des modèles, finalement. Après, tu as eu certaines banques qui ont évolué et qui continuent d'évoluer, mais une grande partie de leur système, si tu veux, reste sur des modèles qui ont été faits dans les années 60, 70, comment on dit en belge, 70. Et donc, tout ça fait que, de un, en termes de technologie, ils n'ont pas pu progresser aussi vite. Si tu regardes autour de nous, tout a changé. Je suis venu ici sur non, j'ai pris un taxi, ok. Mais typiquement, tu vois, tu as eu des acteurs comme InDrive, tu vois, la façon dont on se déplace a changé, la façon dont on se loge a changé, la façon dont on communique a changé. Il n'y a que la banque qui est restée la banque de nos grands-parents. D'accord. Donc c'est bien, il y a un côté traditionnel, mais le côté pratique, aujourd'hui, les PME ne peuvent toujours pas avoir un compte qui va aussi vite qu'eux, un compte qui est complètement en ligne. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, même si les banques se digitalisent, souvent, dans l'étape, tu dois voir ton conseiller, appeler ton conseiller, aller en agence. D'accord. 3, tu restes quand même sur des modèles où tu as des frais où tu ne comprends rien. D'accord. Je sais pas, peut-être tu arrives à figurer tout ça, mais souvent, les choses l'un des premiers échos, c'est je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je paye. D'accord, à la fin du mois. Alors oui, tu as des prix un peu plus ou moins transparents si tu veux, si tu vas sur les sites des banques traditionnelles, mais une fois que tu rajoutes la transaction, les retraits, le virement instantané, si ou ça, est-ce que tu sais me dire exactement combien tu payes? Non. Donc il y a une sorte de... Alors que c'est ça où la tech a vraiment disrupté tout, ils ont apporté de la transparence et de l'instantanéité. Donc voilà, l'instantanéité, la transparence, des services spécifiques qui vont, parce qu'une PME, elle a besoin de quoi? Elle a besoin au-delà d'un compte et d'une carte, ils ont besoin de faire des factures, ils ont besoin de gestion, de comptabilité. Ouais. Et justement, tu vois, avant d'arriver même sur tout ce que vous pouvez proposer, quand vous décidez de lancer ça, donc ok, on va lancer une néobanque pour les pros, vous dites on va plutôt le faire en Afrique, la première chose qui me vient à l'esprit c'est, ok, ça va être compliqué, c'est réglementé. On ne peut pas le faire comme ça à la one again en se lançant sans plus réfléchir, en lançant un produit sur le marché. Ouais. On est obligé de parler aux régulateurs, etc. Ouais. Comment vous abordez ce sujet? Vous commencez par le marché en Afrique du Sud. Exact. Ouais. Comment vous voyez le sujet régulatory? Pourquoi vous décidez d'aller en Afrique du Sud? Ouais. Est-ce que tu peux me parler aussi de cette période-là? Ouais, comme tu dis, le sujet réglementaire, c'est le sujet numéro 1. Numéro 1, ouais. Exact, parce que tu peux avoir toutes les... Enfin, oui et non en fait. Ça dépend comment tu vois les choses. Soit, il y avait deux façons de les voir. Il y avait la façon de dire, on peut aller dans des pays comme, tu vois, certains pays de l'Afrique francophone où tu as
tu as certaines régulations qui sont émergentes, qui ne sont pas vraiment formées. Et tu peux dire, bah, tu sais quoi, nous, on est prêt à prendre ce risque, entre guillemets, de définir un peu ces régulations, même si elles ne sont pas encore prêtes, et d'évoluer avec ça. Commencer quand même à mettre quelque chose sur le marché Voilà. et de voir au fur et à mesure. Voilà, après, c'est un peu qui te double. C'est soit ça passe et le régulateur te suit et te back, etc. Soit Voilà, exact. Donc, tu as des acteurs, je pense à Joulaya, par exemple, qui est un acteur francophone, d'ailleurs, qui est un peu le Zazu. Ils sont en Côte d'Ivoire. Maintenant, Et ils ont fait un peu comme ça, ils se sont lancés sans être régulés? Non, ils sont régulés aujourd'hui, mais je ne peux pas parler sur le compte de Joulaya, mais je sais que tu as en tout cas certains pays qui ont regardé où c'était encore très tôt, si tu veux. Maintenant, le Maroc on en reviendra tout de suite, mais le Maroc vient comme tu sais, de démocratiser toute une série de pays. Mais donc, soit on se disait, on va un peu en mode, je veux dire, cow-boy, et on se dit, on va définir les trucs, on va voir comment ça se passe, d'accord? Mais alors là, c'est le roi du pétrole, entre guillemets, parce que si ça passe, il n'y a personne. Soit on s'appuie sur un régime qui est déjà plus ou moins déjà formé, où il y a quand même un truc. C'était le cas pour l'Afrique du Sud. Pour nous, c'était le pays le plus développé sur beaucoup de terres. C'est-à-dire qu'il y avait un process clair pour être régulé et faire une néobanque. Voilà, il y avait en tout cas un acteur qui faisait déjà ça, qui s'appelle Access Bank. Access Bank. Ouais, qui avait déjà... C'était déjà une néobanque en Afrique du Sud? Pas une néobanque, mais qui en tout cas qui prêtait sa licence et son infrastructure à d'autres acteurs. Ah, donc c'est du banking as a service. Voilà. Comme on disait tout à l'heure pour Solaris. Exact. Mais est-ce qu'il y avait des acteurs justement Il y avait quelques acteurs, exactement. Il y avait des acteurs comme... il s'appelle Lula en Afrique du Sud. Ils font justement, financement. tu vois, même la question moi que j'ai, c'est quand tu lances... Parce que quand tu penses à monter une boîte, soit tu as des marchés où tu as plein d'acteurs, soit tu as des marchés où tu n'as pas trop d'acteurs. Ouais. Mais quand tu n'as pas trop d'acteurs, tu te dis... Est-ce qu'il y a anguille sous roche? C'est vrai. Exact. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas trop d'acteurs? Est-ce que je suis plus intelligent que les autres ou en fait il y a une raison pour laquelle? Mais du coup, comment tu expliques que au moment où vous vous lancez il y a 2 ans, il n'y avait pas encore d'acteur qui a craqué le marché? Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore d'acteur qui a craqué, je crois, ce marché-là, non? Comment tu l'expliques? Bah, c'est simple. En fait, aujourd'hui, si on parle de néobanques et de fintech, etc., souvent on va référer à Revolut, Monzo, Klarna, Wise, aux États-Unis, Brex, Ramp. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on réfère à ces acteurs-là? Parce que ces acteurs-là aujourd'hui ont pu grandir, parce qu'ils ont eu la régulation qui leur a permis de naître, si tu veux. D'accord. Et donc tout ça pour te dire que j'ai eu la chance, en fait, c'est pour ça que je suis ici, et c'est pour ça que j'ai vu, je ne vais pas dire que j'ai développé une expertise, mais c'est parce que je me suis retrouvé, au bon moment, au bon endroit, au moment où l'Europe et les UK étaient les premiers acteurs à dire, ben on va émettre ces premières licences de paiement pour des acteurs non bancaires. On va permettre à des acteurs comme du banking as a service de prêter leur licence et de voir toute une flopée de nouveaux acteurs agir plus ou moins comme des banques. D'accord? Parce que Revolut vient seulement d'appliquer pour la licence bancaire, ce n'était pas une banque avant. Et donc, tout ça fait que, parce que le régulateur était pionnier au UK et en Europe, on a eu la chance très vite de voir tous ces acteurs, tu vois, sur les 10 dernières années, croître et Vous avez vu ce chemin-là? Exactement. Alors que dans d'autres, même les États-Unis étaient derrière. C'est une question de timing. C'est-à-dire que tu te dis, OK, il n'y a pas encore de player qui l'a fait, mais en fait, on a un retard de timing de 5-10 ans. Je pense. Où il y a une régulation qui est en train de commencer à exister. Ouais. Et ce qui fait que c'est les players qui se lancent, c'est les entreprises qui se lancent maintenant qui vont prendre cette place-là. Ouais. Ok. Exact. Ok. Donc, enfin, qui vont en tout cas, qui vont avoir un shot à. Et donc, effectivement, on se lance en Afrique du Sud, tu disais. Ouais. Tu avais déjà quelques acteurs. Et c'est un pays que vous connaissez ou pas du tout? Pas du tout. À ce moment-là. Pas du tout. Moi, j'avais été déjà en Afrique du Sud, mais non, pas du tout. Mais non, culturellement, non. Non, même ça, c'est intéressant aussi. Très intéressant. Comment tu te dis, ok, moi je m'intéresse à l'Afrique, c'est le marché dans lequel je peux essayer d'être régulé et je peux me lancer le plus. Enfin, pas régulé, mais je veux dire, il y a le banking as a service, comme on disait, c'est-à-dire cette entreprise-là qui va te permettre d'avoir l'infrastructure derrière toi, ta néobanque que tu vas créer, comme ce qu'a fait Solaris avec Trade Republic, ce que tu expliquais. Donc il y a cet acteur-là qui va me permettre de commencer à travailler. Mais finalement, je ne connais pas le pays, je ne connais pas la culture, je ne connais pas, entre guillemets, l'écosystème. Comment je commence? Écoute, tu rationalises mieux mon histoire que moi d'ailleurs. Comment on commence? Écoute, avant que je te donne la réponse, si tu regardes en fait, prenons Revolut, d'accord? Prenons Nubank, qui est aujourd'hui avec Revolut au Brésil, l'une des plus grandes néobanques au monde. Revolut, Nubank, je
je peux te parler de Wise aussi, d'accord, qui sont les noms les plus connus aujourd'hui. Ouais. Tu sais ce qu'ils ont en commun? Les 3 fondateurs ne sont pas du pays, où l'on lancé. Ça, c'est super D'accord. intéressant. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'on viendra aussi au Maroc ensuite. Mais c'est vrai que peut-être que toi, je pense que tu connaissais peut-être un petit peu le Maroc, mais pas beaucoup. Peut-être qu'un Marocain, il aurait pu se dire, finalement, vu que ce type de boîte n'existe pas encore, c'est trop compliqué à faire, c'est pas possible, c'est difficile, etc. Ouais. C'est pareil pour l'Afrique du Sud. Peut-être que si vous étiez africain du Sud, vous vous seriez dit, c'est trop compliqué de le faire. Peut-être. Donc il y a peut-être ça, il y a peut-être le fait de ne pas connaître le pays, ça te permet de te dire que tu peux le faire. Et c'est comme les gens aussi qui ne connaissent pas un secteur. Ouais. Souvent les experts d'un secteur, ils ont du mal à innover. Si tu es un expert de l'automobile, c'est compliqué de faire une nouvelle automobile parce que tu sais comment elle fonctionne. Donc tu vas forcément faire ce qui existe déjà. Ouais. Je pense que c'est un mélange, effectivement, comme tu dis. Nous, en tout cas, c'est la façon dont on le voit. C'est que effectivement, le fait de pouvoir, déjà comme je l'ai dit, en fait, c'est que même que ça soit plusieurs choses, que ça soit l'Afrique du Sud, que ça soit le Maroc, que ça soit le Kenya, que ça soit le Canada, at the end of the day, une PME rencontre les mêmes problèmes, les mêmes challenges, peu importe où elles soient. D'ailleurs, elles veulent passer moins de temps à comprendre leurs frais, elles veulent comprendre plus de temps, elles veulent avoir plus de temps sur leur business et elles veulent grandir. D'accord ? Donc ça, c'était le point commun. Le deuxième point commun, c'est que, comme je t'ai dit, en fait, c'est que même si tu as des différences culturelles, on ne peut pas nier au Maroc, d'accord, la marocanité, comme vous l'appelez, ces dynamiques, si tu veux, qu'on retrouve au Maroc, qu'on retrouve en Afrique du Sud, d'un monopole bancaire, d'un peu de cette non-transparence, etc., en parallèle, toute une nouvelle génération d'entrepreneurs que tu reçois dans ton podcast, c'est les phases des néo-entrepreneurs ici au Maroc. Ça, c'était des dynamiques qu'on a déjà vues, tu vois. De un, et de deux, pour ton point, c'est que je pense que aussi une caractéristique des immigrants, c'est que typiquement tu es plus apte à prendre des risques, tu es plus apte à regarder les choses d'une manière différente, tu vois, et je pense que c'est ce qui fait aussi que pas tous les immigrants réussissent, mais que tu développes une résilience qui, je pense, fait partie de la journée entrepreneuriale. En Afrique du Sud, comment ça se passe? Donc, c'est le premier marché que vous lancez. Il y a forcément eu des galères, c'est forcément compliqué. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? La première chose qu'on fait, déjà, je dois dire, c'est vrai qu'avec le background qu'on a eu, si tu veux, avec le nom de Solaris et l'expertise qu'on a développée, ça ouvre des portes. Ouais, je pense qu'on n'a pas eu du mal, si tu veux, d'ouvrir les portes, que ce soit avec les Mastercard. Tu vois, Visa était investisseur chez Solaris à l'époque, donc moi je travaillais aussi beaucoup sur la stratégie à Solaris, donc j'avais déjà. Vous avez bossé avec Visa en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, on est avec, d'autres acteurs. D'accord, okay. Il y a plusieurs acteurs, d'accord. Okay. Je ne vais pas trop les citer, mais typiquement, en tout cas, oui, on discutait avec les Visa, les Mastercard. Mais c'était pas un problème d'ouvrir les portes? C'était ouvrir les portes et avoir si tu veux, la crédibilité, d'accord. Ça, c'était moins un problème. Après, la même chose qu'au Maroc, c'était plutôt la légitimité d'un point de vue marché et d'un point de vue des investisseurs. Dans le sens où, qui es-tu, Germain, belgo-tunisien, qui a travaillé en Allemagne, d'où tu sors, pour nous dire comment redéfinir la banque de demain, tu vois. Et donc, comment tu gères ça? Parce que ça, tu as forcément eu ça en Afrique du Sud, tu as eu ça au Maroc. Ouais, on l'a toujours au Maroc. Comment on gère ça? Déjà, moi j'ai pris mes valises, j'ai vécu en Afrique du Sud, je vis maintenant au Maroc, d'accord, donc je respire le marché, de un. De deux, très vite, on essaie de s'entourer de personnes locales. D'accord. Ici, on a une équipe, on est en train de monter une équipe, un général manager aussi qui est marocain, qui comprend le Maroc, qui peut faire face aussi, qui peut être la face du Maroc. Mais je te dis, d'un point de vue produit, ça reste Vraiment, parce que c'est quand même compliqué, c'est quand même différent. Une PME en Afrique du Sud, une PME au Maroc, une PME au Kenya. Oui, tu as peut-être 10%. Ce qui est différent, souvent, c'est deux choses. C'est les systèmes de paiement, d'accord? Parce qu'au Maroc, tu as les systèmes de paiement, tu as le chèque, tu as le cash, alors qu'en Afrique du Sud, tu n'as pas de chèque, principalement. Tu n'as pas de chèque en Afrique du Sud? Tu as du cash? Pas vraiment. Tu as encore du cash, mais ils sont quand même déjà digitalisés. Presque tout le monde a un compte en banque, tu vois. Presque plusieurs comptes en banque, donc c'est très différent. Par exemple, ici, vous avez les Wafa Cash, vous avez les Cash Plus, d'accord. Donc tout ça, c'est très marocain, d'accord. Ou peut-être dans les pays arabes, mais donc je dirais l'infrastructure de paiement, d'accord, qui est les habitudes de paiement, et deux, ce qu'on appelle le hook en entrepreneuriat, c'est-à-dire quelle est la première chose en tant qu'entrepreneur qui va te faire venir sur la plateforme. C'est quoi le hook? Le hook, pour nous, par exemple, tu vois, un des hooks,
aujourd'hui, qui est typique, qui est très marocain alors qu'on n'a pas en Afrique du Sud, c'est les liens de paiement. D'accord? Aujourd'hui, Donc je suis un Mhm. entrepreneur, je vais envoyer Ouais. un lien de paiement pour qu'on me paye par carte. Mais que ce soit un entrepreneur ou même un business normal, typiquement pour encaisser de l'argent, effectivement, tu as les TPE que tu connais, qui étaient fait par le CMI, Ouais. NAPS, etc. Tu vois. Mais si tu veux te faire payer en ligne, là, ça devient un peu compliqué. D'accord? Je ne vais pas nommer tous les acteurs, mais tu as quelques acteurs qui font ça, qui se spécialisent là-dedans. Mais après que le CMI, si tu veux, je ne sais pas si tu as suivi un peu l'histoire, mais le CMI se retire, ou en tout cas commence à redistribuer des acteurs, tu as peu de choix. D'accord? Il y a quelques acteurs qui commencent à faire ça. Tu as effectivement le gouvernement ou la Banque centrale qui maintenant va distribuer, on va démocratiser des licences de paiement. Donc tu as de nouveaux acteurs qui commencent à émerger. D'accord? Mais quand même, tu as peu de choix. Ça reste, tu as des acteurs qui demandent des cautions, etc. Parfois, ça devient cher pour certains. Et surtout, ça prend encore 2 à 3 jours, si tu veux, ouvrable pour se faire Ouais. encaisser. D'accord? Alors, pour certains business, ça va, tu vois. Mais tu as des business où c'est critique, et surtout dans l'e-commerce, etc. Ils ont besoin de recevoir l'argent instantanément. Donc, figure-toi que les liens de paiement, tu vois, un peu à la Stripe, si tu veux, il n'y a pas vraiment d'équivalent de Stripe ici au Maroc. D'accord? C'est quelque chose qui était adjacent, si tu veux, à notre proposition de valeur. Et il se fait qu'on a toute une traction organique de gens, des entrepreneurs, tu vois, qui veulent vraiment utiliser un peu la Sur Stripe. ce sujet spécifique et qui ensuite vont utiliser le reste. Exactement. Tu vois. Alors qu'en Afrique du Sud, tu as déjà 6 ou 7 acteurs qui En font ça Afrique du depuis. Sud, vous êtes live, vous avez combien de clients? C'est quoi Ouais. vos chiffres là-bas? En Afrique du Sud, on est sur un pilote. D'accord. On a pu lancer avec une banque à la base, qui est Access Bank. Et il se fait qu'en termes de licence et de réglementation, Access Bank est passé par une merge, donc une acquisition, une fusion, si tu veux, avec un autre acteur. D'accord. Et donc tout ça a figé un peu, parce avant de valider, si tu veux, tout nouveau type d'acteurs et de licences, Ouais. le régulateur ou la banque centrale, quand tu as une fusion ou une acquisition, tout reste un peu figé, tu vois. Ouais. Ça prend du temps. Forcément. Et donc on est tombé un peu sous ce chapeautage où les choses se sont figées. On avait déjà un pilote avec plus d'une soixantaine de PME, on a surtout des entrepreneurs, tu vois, qui vraiment avaient le produit, créé des wallets, etc. Et on est resté sur ce pilote. Maintenant, les choses vont se débloquer. À partir du mois prochain, on va faire notre annonce officielle. Mais c'est ce qui nous a permis en parallèle de faire nos premiers pas au Maroc et là de se développer beaucoup Et au plus Maroc rapidement. aujourd'hui, vous avez combien de clients? On a, écoute, on ne communique pas vraiment officiellement sur les chiffres, mais on a un peu plus de 300 clients, d'accord? Ce qui est pas encore énorme, tu vois, c'est pas un volume. Mais on se concentre vraiment sur nos champions, nos early birds, comme on les appelle, tu vois. Et dans ces 300, tu as un mix de first-time founders, des entrepreneurs, tu as des Qui se sont lancés pour freelancers. la première fois, mais aussi des Mais tu as aussi des freelancers et tu as aussi des PME, tu PME, vois, TPE, artisans. moins des artisans, d'accord, Ok. mais plus des PME il y a quand même une affinité au digital, d'accord, tu vois. On va revenir à l'épisode dans quelques secondes, mais juste avant, je voulais vous parler de quelque chose. Personnellement, j'adore regarder quelles sont les dernières startups qui se lancent au Maroc, mais on n'a pas toujours le temps de rester informé. Donc on a décidé de réunir toutes les startups à ne pas rater dans la Next Wave Startup List. Si vous êtes entrepreneur, si vous cherchez des idées, ou si vous êtes juste curieux et voulez savoir ce qu'il se passe au Maroc, c'est pour vous. Vous pouvez accéder à la liste sur startuplist.nextwave.ma. Je vous mets le lien exact dans la description. Et sur ce, on peut revenir à l'épisode. Mais alors justement, tu vois, sur le hyper intéressant de comprendre votre business model aussi. Comment ça fonctionne, le business model d'une néobanque? Et tu as justement pas mal d'acteurs différents dans le paiement, y compris le banking as a service, Access ou Access? Access Bank. Access ouais. en Afrique du Sud, chez Ali au Maroc. Ouais. Comment il est construit votre business model? Comment vous gagnez de l'argent? Et comment ça se passe justement avec ces autres acteurs? D'accord. Typiquement, effectivement, comme dans toute chaîne de valeur, plus tu as d'acteurs, plus tu partages si tu veux, la valeur. La fintech, la banque, il y a beaucoup d'acteurs, forcément. Ouais, il y a beaucoup d'acteurs, effectivement. Alors, nous, juste là où on a toujours été. Et je pense que ça rejoint ta question, pourquoi l'Afrique du Sud et comment on a regardé un peu les choses. C'est que nous, on a toujours été sûr d'une chose. Et c'est une chose que j'ai appris à Fidor Bank, dans la mentalité à Solaris et dans la mentalité de la fintech. Et ça, c'est clé. C'est le partenariat. D'accord? Et c'est là où on est très différent. Où je venais d'un monde où les banques traditionnelles ne pensent pas à partenariat. On ne réussit pas tout ça. Elles commencent maintenant, mais ce n'est pas dans leur ADN. Leur ADN, c'est mon client. C'est nous, c'est leurs données. Tu vois, maintenant, tu commences à avoir des partenariats mais les fintechs pour lesquels j'ai travaillé, c'était l'inverse. C'était
partnership first. D'accord, c'était API. Tu vois, les API, c'est d'un point de vue technique, c'est ce qui te permet de connecter avec le monde externe. C'est ce tuyau, cette connexion entre deux acteurs. Exactement. Qui va pouvoir échanger de la donnée de manière structurée. Exactement. Tous ces acteurs avec qui j'ai bossé. Stripe, par exemple. Voilà. Stripe, ça te permet de faire des paiements sur Internet. Et donc, un acteur va pouvoir utiliser l'API de Stripe pour se connecter à Stripe, mais avec son interface à lui. Exactement. Et en fait, il y a Stripe derrière qu'on ne voit pas. Exactement. C'est un terme, tout ça pour résumer, que c'est un terme technique. Tu vois. Et aujourd'hui, si tu regardes beaucoup de banques traditionnelles, le pourcentage maintenant, de développeurs ou de personnes techniques, ça commence à augmenter. Mais l'inverse de Stripe, de Revolut et de Wise, c'est que c'est des mecs tech qui sont rentrés, tu vois, dans le. Tout ça pour te dire que. Voilà, l'importance du partenariat et qu'on a toujours, voilà, j'arrive à mon point, on a toujours été clair sur une chose, c'est que nous on ne veut pas redéfinir les choses qui existent déjà. De un, s'il y a un acteur aujourd'hui au Maroc qui fait les paiements mieux que nous, qui fait la partie invoicing ou facturation mieux que nous, qui fait, d'ailleurs j'encourage tous les entrepreneurs qui nous regardent, s'ils ont une valeur ajoutée aux PME, aux entrepreneurs, nous on est plus que contents de les intégrer et de les recommander. D'accord. Nous, on vient vraiment de ce qu'on veut faire. Bien, c'est la banque de tous les jours, tu vois, d'une façon moderne, simple, efficace. Et le reste, on veut vraiment intégrer les meilleurs acteurs qui le font. Si Jobzin fait la partie recrutement mieux que quelqu'un, nous, on veut l'intégrer. Si Payzone fait la partie paiement en ligne, les e-commerce, etc., mieux que nous, on veut leur parler, tu vois, dans l'intérêt d'une PME. Voilà. Donc ça, c'est la philosophie de un. De deux, c'est de dire, on a toujours été clair. Tout ce qui est régulation, tu vois, compliance, reporting, la gestion de la fraude, qui sont des points clés pour la gestion d'une banque, mais qui restent lourds d'un point de vue juridique et conformité, etc. Nous, on veut déléguer. D'accord ? Ce n'est pas là où on peut ajouter de la valeur. Là, les banques le font depuis des années, c'est ce qu'elles font de mieux. Ce qu'une banque fait de mieux, c'est de cantonner les fonds, c'est de les protéger. Ça, tu vois, ça, elles le font très bien. Nous, là, on peut faire la différence, c'est sur l'expérience, c'est sur la rapidité. Et sur le point de vue, tout ce que tu vois dans les expériences. Le quotidien, quand tu utilises ouais, c'est le UX, le UI, c'est le. Tu vois, pas que. Utilisateur. Mais voilà, nous, on veut vraiment être sur le front. D'accord. Et donc, c'est là où on s'est dit quels sont les acteurs qui sont intéressants. Et c'est là où Shari a déjà figure out, ils sont déjà connectés au système de paiement, ils ont déjà une licence de paiement, tu vois, au lieu de nous parler aux régulateurs marocains, tu vois, etc. Ils ont déjà un partenariat avec une banque qui fait bien ça. Donc, c'était une évidence. Donc, Shari, ils ont donc l'entreprise de notamment Smaïl Khayat, cofondateur. Tu disais, ils ont une licence d'établissement de paiement et ils sont aussi en partenariat avec une banque. Alors, comment ça fonctionne ? Au même titre que Revolut à l'époque, etc. Pour que tu puisses tu vas jouer tu vas être une fintech si tu veux, que tu puisses toucher à l'argent, c'est-à-dire soit deux choses. Si tu veux offrir des wallets où tu acceptes des fonds, si tu veux, de tes clients, et si tu veux faire des transferts d'argent, des virements, il te faut une licence. Partons de ça. La première licence la plus atteignable, c'est une licence de paiement qui existe maintenant au Maroc, mais tu as toujours besoin derrière d'un acteur qui a la licence ultime, qui est la licence bancaire. Parce que la licence bancaire, elle te permet de protéger les fonds, de les garder et de faire du crédit. Par cantonnement. C'est-à-dire que c'est des comptes par lesquels il y a effectivement, il y a vraiment, pas physiquement, mais je veux dire, l'argent est présent. Quoi. Exactement, presque physiquement. Presque, pas physiquement, mais je dirais l'argent est vraiment présent. Ça, c'est qu'une banque qui peut le faire. Qu'une banque, exactement. Okay. Et la banque, en fait, elle peut faire deux choses. Elle peut faire, c'est le seul acteur qui est autorisé à garder des fonds, à les protéger et à émettre des fonds, c'est-à-dire à faire du crédit. Et à faire du crédit, bien sûr. Voilà, ça c'est ce qu'une banque fait. Shari, ils ont la licence d'établissement de paiement, mais il faut forcément une banque. Donc c'est pour ça que tu disais il y a un partenariat. Exactement. Ils travaillent ensemble et les fonds sont cantonnés et voilà. Et en tant qu'établissement de paiement, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eux, ils peuvent typiquement créer les comptes de paiement. Les comptes de paiement, ils peuvent générer ces RIB. Ils peuvent, quand on appuie sur l'application Zazouk, tu fais un virement, par exemple, c'est eux qui font tout ce cheminement. D'accord. La partie carte, c'est eux qui ont la connexion avec Visa, si tu veux. Et donc toute la partie, toutes les rails, si tu veux, qui sont derrière la partie bancaire, c'est eux principalement qui le font. Ok, donc dans la chaîne de valeur, mais on simplifie parce que je sais qu'il y a d'autres acteurs. Ouais. On n'a pas parlé de ceux qui font la monétique aussi, c'est encore un autre. Exact. Là, tu vas un peu plus loin dans là, on a un peu simplifié, mais pour simplifier, on a dit il y a les banques qui ont l'argent, entre guillemets, physiquement, qui peuvent faire plein de choses, du crédit, etc. Dans ce cas-là, il y a l'établissement de paiement
qui peut créer des comptes de paiement, qui peut faire des virements, qui peut faire des paiements, etc. Et qui permet pour vous justement de créer ces tuyaux, ces relations. C'est ça. Et ensuite, tu as Zazu qui va créer la plateforme et qui va être l'interface avec avec les clients et l'expérience utilisateur, etc. Et ajouter des fonctionnalités, si tu veux, que soit une banque traditionnelle n'a pas développé ou n'a pas l'appétence à faire ou n'a pas super intéressant. Sur des niches. On ne se rend pas compte du nombre d'acteurs qu'il y a, et là, on n'a pas parlé de tous les acteurs. Et c'est super complexe. Ouais. Bah écoute, c'est parce que encore une fois, the barrier to entry, comme on dit en anglais, les barrières à l'entrée sont assez hautes. Si tu veux, on n'est pas sur une plateforme légère où tu peux faire un MVP assez rapidement. C'est que tu parles de la banque, et donc du coup, au moins aujourd'hui, avant, si tu n'étais pas l'ami tu n'avais pas une licence bancaire et tu n'avais pas 15 millions de dollars de capital requirements à mettre sur la table pour acheter une licence bancaire et 3 ans devant toi, tu ne pouvais pas jouer, tu n'étais pas sur la table. Tout ça te permet de commencer à bosser. Ouais. Exactement. Et alors, justement, quand moi je crée un compte chez toi, d'un point de vue business model, comment vous gagnez de l'argent? Parce qu'il y a ces acteurs-là, comment ça se passe? Alors aujourd'hui au Maroc, on est vraiment sur nos premières démarches sur le marché. Donc aujourd'hui on ne facture pas. D'accord. Donc la tenue de compte aujourd'hui est gratuite. Il n'y a pas d'abonnement mensuel pour utiliser. Non, exact. Donc tu as un compte gratuit, un RIB gratuit, tu as des virements. On va me ressortir ce podcast, je sais, dans quelques années, mais quand ça sera payant. Écoute, on verra. Mais en tout cas, il y a une idée. Donc les virements sont gratuits. La seule chose aujourd'hui qu'on facture entre guillemets, c'est quand on processe un lien de paiement. Tu mets un lien de paiement pour te faire rémunérer. On prend des frais sur cette transaction. Et là, c'est combien? On est sur 1% des cartes marocaines et on est à 3,5% sur les cartes internationales. Et ce pourcent et ces 3,5%, ils sont ensuite distribués entre les différents acteurs? C'est-à-dire que Chali prend une partie, vous prenez une partie, la banque prend une partie? Exactement, ouais. Typiquement, tous les acteurs qui contribuent à cette... on ne va pas rentrer dans les détails, mais comme je t'ai dit, tu vois, donc pour s'assurer que les fonds puissent être transmis du compte du client au compte de la PME. Il y a tous ces acteurs-là qui entrent en jeu. Visa, Mastercard, Chari, qui s'assurent qu'il y a bien les fonds sur le compte, qui s'assurent que le numéro de compte est bon, qui s'assurent que tu vois, tout ça en temps réel, en une microseconde, tu vois. Tout ça, il y a les Visa, il y a Visa, Mastercard selon. Il y a Chari, il y a la banque. Il y a la banque émettrice et la banque réceptrice. Donc il y a la banque de la personne qui met sa carte et la banque de la PME. D'accord. Tout ça, c'est une chaîne, si tu veux, ça s'appelle l'interchange. D'accord. Si tu veux passer une soirée à essayer de comprendre, c'est qui orchestre tous ces flux? Tous ces flux, c'est principalement Mastercard et Visa. Qui orchestre les flux, qui orchestre tout ça. Exactement. En une microseconde, eux, ils ont le monopole sur tout ça. Et donc, mais j'imagine que plus ça va se développer, plus il y aura aussi peut-être un paiement mensuel. Par exemple, moi j'ai utilisé Conto. Je crois qu'il y a un abonnement mensuel. Je ne sais plus combien c'est, 7 €, 8 €, 9 €. Et ensuite, il y a des frais sur différentes choses. Peut-être, parlons-en, parce que vous allez lancer des cartes aussi. Exactement, on va lancer les cartes. Tu me l'as montré tout à l'heure. Je ne sais pas si écoute, je sais pas si tu l'as... Tu me disais, c'est justement, c'est une des premières. Donc, je suis très fier de la montrer. Si tu veux, voilà, donc c'est la carte. J'aime bien le logo. Le logo, je te disais avant qu'on commence, il est cool. Mais tu vois, justement, moi, j'utilise une carte sur un compte Zazu. J'imagine que ça, je paye quelque chose. Aujourd'hui, on n'a pas encore lancé la carte, d'accord. Pour être clair, on a la carte pour nous, notre compte Zazu, d'accord, et nos premiers utilisateurs avec qui on fait des tests, d'accord. Parce que tu sais, une carte, les paiements, c'est compliqué, mais les cartes, tu as beaucoup de tests à faire, tu as tout ce qui est, ce qu'on appelle les chargebacks, tu dois t'assurer qu'il n'y a pas de fraude, etc. Donc pour le moment, on est vraiment sur cette période, sur la partie carte. Voilà, on va la déployer très bientôt dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas de frais sur la carte. Et avec la carte vient toute la gestion des dépenses, pouvoir mettre des reçus dessus, pouvoir y mettre des cartes virtuelles et physiques pour les collaborateurs, et suivre justement les dépenses, etc. Exactement. Mettre les bonnes limites. Tu vois, au lieu de, typiquement, on parlait de pain point. Tu m'as dit tout à l'heure, le nombre moi j'adore, c'est music to my ear, tu vois, c'est que je parle à des entrepreneurs. Quand tu dis qu'il y a un problème et que c'est compliqué, ouais. Bah écoute, ce que j'entends typiquement, il y en a beaucoup que tu as reçus dans ce podcast, mais des choses incroyables, c'est-à-dire que typiquement, ils vont, pour un événement comme la JTEX, ils vont se partager la carte entre les employés, tu vois.
ce qui se fait parce qu'il n'y a pas d'autre façon, tu vois. Tu vois, donc, et après, parlons des reçus. Si on va au resto, on invite un client, etc. Comment ça se passe, tu vois. Typiquement, ils ramènent leur facture le lundi matin, ils s'assiedent avec le comptable, ok. J'ai même quelqu'un qui a reçu, je te jure, qui a reçu dans ce podcast, qui m'a dit, moi, je fais mon Excel, je fais un Excel avec toutes mes dépenses que j'ai dépensées, je fais mon schéma, etc. Je dois l'uploader sur la plateforme et puis la comptabilité doit. Enfin, un truc incroyable. Tu vois, c'est notre aussi simple que de dire voilà, j'appuie sur un bouton, il y a ta carte qui est générée, va à la JTEX, voici les bonnes limites, et tu vois, tu fais you snap a picture. Voilà, donc ça, c'est la partie gestion des dépenses. Parlons même pas du mot de passe et de, tu vois, les credentials, comme on dit, les mots de passe, etc., pour accéder au compte. Tu as des gens qui se partagent ça sur WhatsApp, etc. Enfin, en termes de sécurité, c'est assez incroyable. Donc voilà, ça c'est la carte. Aujourd'hui, pour répondre à ta question, je sais que tu veux savoir le business model. Sûrement, en tout cas dans la réflexion, on sera sûrement sur un modèle d'abonnement, d'accord, où vraiment on dit, bah voilà, c'est clair, c'est voilà, et évidemment, il y a des limites, nombre de virements, etc., avec différents abonnements. Voilà, plus nombre aussi de sur, cartes, etc. voilà, etc. nombre de cartes, nombre de, tu vois, aujourd'hui on peut aussi émettre plusieurs RIB, d'accord, par entreprise, ça devient intéressant, d'accord. Avoir C'est des une entreprise, exactement, sous compte, plusieurs RIB que tu peux dédier pour la partie opérationnelle, etc. Donc, tu vois, on aura sûrement un plan qui est le solo entrepreneur, je viens de démarrer ma boîte, etc. Voilà, je ne vais pas donner de chiffres, mais j'ai juste besoin d'une carte, d'un compte, des choses simples. Tu vois, mettre des liens de paiement, me faire payer. Le compte, un peu, tu vois, scaling, tu vois, une PME qui commence à grandir, tu vois, qui a entre 10, 20 employés, qui commence à avoir déjà un peu de quelques cartes, quelques sous-comptes, etc. Et une partie, où tu as un peu plus tu vois, tu as autant de sous-comptes que tu veux. Là, tu es vraiment entre les 20 et 100 personnes. Tu vois, qui ont vraiment ils commencent à avoir un CFO, un directeur financier, tu as des délégations, tu as des équipes, tu as des gestions des dépenses. Ouais. Et aussi un pouvoir on n'en a pas parlé, mais d'intelligence artificielle aussi. Aujourd'hui, si je t'invite à passer à notre bouffe, tu verras le produit. Et on a un agent IA qui peut déjà, c'est pas encore live sur le produit sur l'app aujourd'hui. sur lequel tu peux faire des choses. Exact. Tu peux lui poser des questions sur tes finances, ta gestion, etc. C'est pas mal. Mais ouais. Et alors justement, on parlait avant le podcast, tu me disais que vous aviez une annonce au Jaitex. Tu veux que je la fasse là maintenant? Ah ouais, Tu veux que je sûr. fasse le… Bon, après, ça va sortir après le Jaitex. D'accord. L'info sera déjà sortie avant l'épisode. D'accord. Bah écoute, l'annonce, je l'ai déjà en partie faite. C'est voilà, qu'on va s'associer avec Visa. On a choisi Visa, qui était un de nos partenaires depuis le début, d'ailleurs, qui était investisseur chez Solaris, on a fait partie du programme d'accélération de Visa, d'accord, qui ici au Maroc va être notre partenaire sur la partie carte. Ensemble avec Chari. Voilà, donc c'est l'annonce qu'on va faire. Il y aura une cérémonie voilà, avec une petite photo, on va serrer la main. Des signatures. Exactement, des signatures. Mais voilà, typiquement en avant-première ici sur NextWave. Nice. Ouais. Nice. Comment vous voyez la suite? Tu vois, je suis super intéressé parce que là, vous avez commencé avec l'Afrique du Sud. Et c'était intéressant parce qu'en fait, on essaye d'intellectualiser tout, mais les deux, c'est des opportunités. Je pense que l'Afrique du Sud, c'était un pays logique pour commencer. Il y avait Access. Au Maroc, c'est aussi, j'imagine, la rencontre avec Chari, le banking as a service, etc. Donc, c'est logique. Comment vous voyez la suite? Quel pays vous visez? C'est quoi? Est-ce que vous allez continuer à développer d'autres pays ou est-ce que vous préférez vous concentrer sur ces deux-là et les développer un peu profondément? Comment tu vois le truc? Ouais, en tout cas, non, il y a une volonté d'aller beaucoup plus loin dans ces deux marchés, d'accord. Sur les deux marchés, on commence à se faire un nom, on commence à avoir de l'attraction, mais vraiment d'aller plus loin et de devenir le compte de référence, ou en tout cas la plateforme de référence. J'y le compte parce que si on fait des choses en discussion avec certaines banques aussi, on a aussi envie de collaborer sur certaines choses, d'accord. On n'est pas là ici on n'est pas pour on ne veut pas disrupter et prendre, tu vois, il y a des choses que les banques font très bien, donc voilà, je le dis. Mais en tout cas, devenir l'un des outils incontournables pour les PME dans ces deux pays, d'accord. Ça, c'est la première chose. De deux, d'intégrer un maximum des outils, tu vois, comme je t'ai dit, des outils de paiement ici, des outils de comptabilité, les outils comme Faturati, des outils comme et créer des intégrations avec Blacky, tu vois, exactement, des intégrations qui sont… Donc, par exemple, tu es sur Zazu, ça peut être relié à ta comptabilité, tu peux scanner ta facture et elle est connectée, ce genre de choses. Exactement, donc il y a tu vois, que ça soit connecté avec Cash Plus ou avec Daman Cash si tu veux, pour les, tu vois, tu avec peux avoir ton compte, aller sortir du cash là-bas. Voilà, donc il y a vraiment une volonté de s'intégrer avec les outils locaux. C'est d'aller plus loin dans le marché.
Et je dirais de deux, effectivement, nous, notre ambition, elle est panafricaine. D'accord. C'est pour ça que ces deux pays sont très stratégiques, parce que l'Afrique du Sud, c'est vraiment la partie Afrique subsaharienne, etc., Nigeria, Kenya. Et le Maroc, tu vois, naturellement, tu as C'est Afrique plutôt francophone, Afrique de l'Ouest ou plutôt Afrique du Nord? Non, je pense qu'on est plus sur l'Afrique à voir, mais je pense qu'il y a la Tunisie, d'où j'ai mes origines, c'est un pays, tu vois, intéressant. Il y a l'Égypte qui bouge pas mal. Donc je pense que la région MENA est intéressante pour nous. Donc il y a une volonté en tout cas de se dire, et ça on est très clair dans notre mentalité, point de vue produit, mais aussi culture. D'accord. Tu sais, maintenant, on est en train de mettre en place les réseaux sociaux ici au Maroc. D'accord. Effectivement, on a des équipes, on a beaucoup de Marocains, des talents incroyables, d'accord, qui sont partis en France, qui ont travaillé pour les contos, etc., qui reviennent. Ça, c'est des super histoires, d'accord, qui pensent Maroc, d'accord, dans leur communication, etc. Et c'est super, et c'est ce qu'on veut. Mais je le rappelle qu'on veut rester aussi un acteur international, d'accord, qu'on veut que demain, tu vois, on veut pouvoir très rapidement pouvoir se lancer en Égypte, etc., et qu'il doit avoir une cohésion technologique, d'accord, mais aussi en termes de philosophie et communication. Ouais. Exactement, d'accord. Donc tout ça pour te dire que ma vision dans le futur, c'est celle-ci, c'est de pouvoir dire, si on reste d'un point de vue technique, de pouvoir, tu sais, on était très rapide au Maroc. Au début de ma conversation, tu m'as dit 1 an, même si ça fait 4 mois peut-être que je suis ici, 4-5 mois, pour lancer une fintech dans un nouveau pays, être live avec des clients, c'est très rapide, d'accord. Donc imagine si on peut faire ça dans plusieurs pays. Et la prochaine chose, c'est quoi? C'est de se dire que tu as un entrepreneur marocain qui demain décide d'aller ouvrir un business en Tunisie, tu vois, ou en Afrique du Sud, en tout cas, au lieu de devoir chaque fois réouvrir un compte, tu vois, le lien aussi entre les pays. De un, et de deux, pouvoir faire des paiements parce qu'on sera sur la même infrastructure. Tu vois, si tu es un acteur qui a un compte Zazu demain en Tunisie ou en Égypte, tu pourras faire ou en Afrique du Sud, tu vas pouvoir, je ne vais pas dire remplacer SWIFT, qui est le réseau un peu interbancaire mondial, mais tu vas pouvoir faire des choses intéressantes de manière instantanée. Entre pays, ouais. Exact. Donc ça, c'est un peu la vision. Super intéressant. Et je pense que techniquement, rien ne nous l'empêche, tu vois. De façon réglementaire, comme tu dis, chaque pays a ses hurdles, ses complexités, mais d'un point de vue technique, si demain, toi, tu as un compte Zazu ici au Maroc et moi j'ai un compte Zazu en Afrique du Sud, c'est instantané. Donc voilà, ça c'est la vision un peu. Ok, super intéressant. Avec un focus Afrique, MENA aussi, peut-être Égypte, ailleurs. Ok. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé qui est intéressant, et pour revenir un peu sur comment fonctionnent les comptes Zazu, on a parlé un peu de ce que vous pouvez faire. J'ai cru comprendre que pour l'instant, il y a des limites, non, dans les comptes? Pas de limite. Il n'y a pas de limite dans les comptes? Pas de limite. Ça, je veux bien qu'on rentre dans ça parce que moi, souvent, j'entends que dans les comptes de paiement, il y a certaines limites de montant dans le compte ou pas. Ouais. Peut-être que ça peut être intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose qui est forcément bien compris. Alors, je peux pas parler du point de vue des régulateurs, d'accord. Donc ça, c'est mon petit disclaimer, c'est bien dans les conditions. Mais tout ça pour te dire que non, effectivement, donc je pense qu'il y a beaucoup de ces régulations qui sont naissantes ici au Maroc. Donc ils réfléchissent sur beaucoup de ces sujets. Mais effectivement, sur un compte de paiement pour un individuel, c'est-à-dire un B2C, c'est-à-dire un retail, une personne tous les jours, moi, voilà. Moi, toi, voilà, exactement. Il y a des limites. Je pense que c'est au-delà de son licence de paiement. Je pense que c'est jusqu'à 100 000 dirhams, je pense, pour un certain nombre de KYC, de documents, si tu veux, que tu dois fournir. D'accord. Je ne sais pas exactement après si tu peux aller plus loin, mais je sais qu'il y a des limites. Et généralement, les gens pensent, par définition, vous devez avoir des limites. D'accord. Ouais. Alors c'est ce que je me suis dit aussi. Non, c'est normal, mais d'un point de vue d'un compte commerçant, d'accord, un compte B2B comme les comptes Zazu, d'accord, professionnel, pas de limite. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu de limite, si tu veux, sur les dépôts ni sur le volume des paiements qui sont soit encaissés, soit envoyés. Ouais. Ok, intéressant. Ça, je ne savais pas. Intéressant. Voilà. Donc, il y a cette distinction-là. Ouais. Ok. Que nous-mêmes, on a dû faire, si tu veux, avant d'arriver, de comprendre le pays. Effectivement, on a ouvert un peu, on a essayé de comprendre les directives. Mais effectivement, et ça dépend par pays. En Europe, pendant longtemps, tu avais que ce soit pour les comptes B2C ou B2B, professionnalité, tu avais en fonction des documents que tu donnes. Tu vois, si c'est juste ta carte d'identité et ton nom, tu peux avoir un seuil jusqu'à 25 000 dirhams ou tu vois, quelque chose comme ça. Ouais. Si tu donnes ton CIN et tu donnes tu vois, une facture de l'électricité, etc., là tu peux monter. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est plus ou moins. Et si vous vous développez dans d'autres pays, vous le feriez aussi avec des partenaires en banking as a service ou il y a un moment où vous pourrez le faire en direct?
Parce que tu vois, il y a ce Ouais. truc où à la fois ça t'apporte beaucoup d'avantages, mais en même temps, forcément, Mhm. tu dépends aussi de quelqu'un d'autre sur certaines choses. Ouais. Mais c'est un trade-off que tu es obligé de faire. C'est vrai, c'est vrai. Et tu disais, même en Europe, Trade Republic le fait, ce qui est une boîte énorme. Mhm. En investissement, c'est énorme, Trade Ouais. Republic. Bah, ouais. Et donc, c'est un trade-off que même des grosses Ouais. boîtes font. Mais ça reste un trade-off. Ouais. Donc, tu peux toujours avoir des difficultés parce que tu passes par Ouais. un partenaire. Et on parlait de business model, forcément, même Ouais. d'un point de vue unité économique, ça peut te prendre un. Ouais. Mais c'est un trade-off que tu es obligé de faire dans certains marchés. Mhm. Est-ce que si vous développez dans d'autres pays, vous continueriez à le faire comme ça? Ou est-ce que vous pourriez vous plugger en direct avec des acteurs bancaires? Ouais, on pourrait se plugger en direct ou en fait, on peut se plugger en direct. Juste pour clarifier, on peut se plugger aujourd'hui, on pourrait se plugger en direct. C'est juste que C'est une question de temps, non? c'est une question de temps et c'est une question surtout est-ce que l'infrastructure est prête? Imagine, tu as une banque ex ici au Maroc qui dit bah, nous, on veut travailler avec vous avec Zazo. Super. Mais s'ils ont une infrastructure qui a été faite tu vois, il y a 20 ans et que leur système ne peut pas parler à nos systèmes, c'est là où les API deviennent Ça intéressants. sera faisable, mais ça va prendre beaucoup de temps. C'est ça. Et c'est là où des acteurs, encore une fois, comme Shari ou les banking as a service sont venus au-dessus. Ils ont dit bah voilà. Nous, on a déjà réglé tout ça, on a déjà plugué on top of, on est déjà venu sur une banque, on a rendu ces vieux systèmes modernes, comme ça, pour que d'autres acteurs, comme si demain tu veux lancer je sais pas moi, une néobanque pour les podcasters ou pour les freelancers, j'en sais rien, bah, tu n'as plus qu'à, au lieu de parler à une banque, une vieille banque qui a des vieux systèmes, etc., et devoir refaire tout depuis le début, ils ont fait que là. Donc tout ça pour te dire que je pense qu'on est vraiment, je t'ai dit, on a un modèle de partenariat. Nous, on a choisi la vitesse et la rapidité C'est ça, sur t'as toujours un compromis entre ça, je peux le faire, ça va prendre beaucoup de temps ou Ouais. pas, et tu as toujours des avantages et des inconvénients. Après, tu vois, bah, regarde, Revolut et Conto, après Revolut le plus longtemps, ça fait plus de 10 ans, ils étaient sur un acteur, ils s'appuyaient sur la licence au début de Wirecard. Je ne sais pas si tu te rappelles Ouais, Wirecard, je me mais rappelle c'était, pas. bah, écoute, c'était une banque, il y a un beau documentaire sur Netflix, mais c'était une banque allemande qui avait la licence, etc. Conto viennent seulement d'appliquer pour leur licence en France. Ok. Après, ils sont une licorne, tu vois, c'est la banque de référence pour les PME. Donc, ça se discute. Tu vois, il y a des gens qui vont dire non, il te faut ta propre licence parce que, blabla. Et nous, de ce qu'on a vu sur nos 10 ans, si tu veux, de FinTech, on préfère la souplesse, la rapidité. La rapidité Et laisser. Je pense que si on parle de tech plus généralement, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, surtout avec l'IA, ça va commodiser une grande partie des choses sur la chaîne de valeur. Et je pense que ça va pousser les gens à réfléchir. Quelle est ma spécialité, si tu veux? Quelle est ma niche? Même chose pour ton podcast. Tu vois, tu pourrais faire un podcast qui parle à tout le monde. Mais là, on est vraiment sur des niches, tu vois, où on peut vraiment ajouter de la valeur. Tu vois, et je pense que nous, notre valeur, c'est vraiment sur cette partie-là, quoi. Le UX, le UI, les fonctionnalités, la rapidité. Ouais. Voilà. Ok, super intéressant. Je pense que c'est des bons conseils parce que c'est des questions que je pense beaucoup d'entrepreneurs se posent quand ils se lancent et c'est hyper intéressant d'avoir ce récit-là. Ouais. Peut-être une ou deux questions avant de finir. Qu'est-ce que tu fais quand t'es pas sur Zazo? Tu joues toujours au tennis ou pas? Écoute, on a commencé avec le tennis, faut qu'on finisse avec le tennis. Ouais, je joue là-bas au Casa, à côté du parc de la Ligue arabe. C'est le Casa Tennis Club, je pense, tu vois, qui est à côté du boulevard Reda, oui. Ouais. Écoute, je joue avec quelqu'un que tu as reçu, je pense, dans ton podcast, Si Mohamed de MTech. Non? Non, je ne l'ai pas reçu. Non. J'ai reçu Merim Zahiri Ok. de MTech, mais pas Si Mohamed Zakraoui. Exactement, Ouais. exactement. Ouais. Ok, bon, écoute, je joue souvent avec lui, s'il nous regarde d'ailleurs, que je bats toujours. Je joue au tennis, quoi d'autre? Écoute, je bosse et puis j'adore parler avec des entrepreneurs. Je suis souvent à Technopark, Plug and Play, j'étais au programme, ils viennent de lancer un programme hier. Moi, j'adore parler entrepreneuriat. Sinon, je bosse au Café Bondy. Voilà, si vous voulez me trouver, poser des questions. Voilà, c'est tout. C'est la vie d'un entrepreneur, non? Exactement, c'est ça. Ouais, C'est ça. Voilà. J'étais super content de te recevoir, Germain. C'était super intéressant. Hyper cool de comprendre un produit que tout le monde utilise. Ouais. C'est-à-dire une banque, une néobanque, Ouais. en tout cas avoir des comptes, payer, etc. Et comprendre que derrière, il y a plein d'acteurs, il y a plein de choses, il y a plein de complexités, il y a plein de modèles, etc. Ouais. Donc, merci beaucoup. On va te laisser repartir au Jitex, que tu as Merci pu à toi. t'installer rapidement et tu es venu directement. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi, c'était un plaisir, vraiment. Et bon courage pour les prochains jours. Merci, et bonne annonce justement de l'accord, etc. Écoute, on verra. Merci.
Merci Échec. Germain. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.